Léa Marzloff du cabinet Chronos. Bonjour. Qui va nous parler de cette belle étude qui a été menée. On a mené ensemble, oui. Voilà. Tout à fait. Merci Léa. Bonjour à tous. Donc oui, en effet, j'ai un petit quart d'heure en amont de cette table ronde pour vous présenter une partie des résultats d'une étude prospective qu'on a menée avec Route de France auprès de nombreuses parties prenantes. Alors, ça veut dire que les résultats que je vous présente aujourd'hui sont des résultats qui n'ont pas été conçus, imaginés, produits par Route de France, mais en fait par un certain nombre de parties prenantes qu'on a consultées à divers moments, collectivités, institutionnelles, représentants d'usagers, opérateurs, acteurs des ITS et constructeurs automobiles étaient les différentes catégories qu'on a interrogées pour nous aider à imaginer un futur plausible et souhaitable à 2030. Alors, on a cherché à éclairer les futurs des mobilités à travers une méthodologie éprouvée, base prospective, entretien d'experts, sondage sur des hypothèses pour l'avenir. Et donc, ce qu'on souhaitait faire, c'était à la fois identifier les convergences, les divergences de vision sur les nouveaux usages à 2030. On a réuni tout ce petit monde lors d'un atelier pour coproduire ensemble des solutions de mobilité à 2030. Alors, pourquoi utiliser la prospective ? On en entend beaucoup parler. J'imagine que certains d'entre vous font des démarches prospectives. Ici, pourquoi on l'utilise ? On l'utilise parce que l'avenir n'est pas déterminé. L'avenir, il dépend à la fois des tendances lourdes, il dépend de signaux faibles qui vont se révéler, se massifier ou pas, et puis il dépend aussi de la volonté des acteurs. Il y a de la place pour le volontarisme, il y a de la place pour la liberté, il y a de la place même pour le désir. Et donc, ce que ça nous a permis, c'est de coproduire avec ces parties prenantes cette vision du futur qu'elles participeront activement à construire pour mieux en maîtriser les impacts. On parle donc de prospective stratégique. Concrètement, après une phase exploratoire, on a soumis 22 hypothèses pour 2030 à 36 acteurs externes, donc je vous le disais, à Route de France. Et ces professionnels et experts nous ont donné leur niveau d'accord ou de désaccord sur chaque hypothèse, sur une échelle, et ils nous ont expliqué systématiquement les raisons de leur choix. On a travaillé sur l'ensemble de cette matière et c'est ce que je vais vous restituer rapidement aujourd'hui. Vous disposez d'une version courte des résultats à l'accueil, d'une version complète sur nos sites internet respectifs, Chronos et Route de France. Alors, on a tiré de nombreux enseignements de cette étude que je vais synthétiser autour de 6 axes, comme autant d'axes de développement et points d'attention pour l'avenir. L'enjeu de la proximité, de l'intermodalité, de la mobilité inclusive, mais aussi la place des véhicules décarbonés partagés et autonomes à 2030, les évolutions de l'espace public et enfin la responsabilité des acteurs. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Sur les proximités, tout d'abord, qu'est-ce qui se dessine ? Le recours au vélo va augmenter pour des raisons économiques, environnementales et de santé publique, alors que la France y est peu, voire pas acculturé dans certaines zones. Je parle ici du vélo actif, le vélo déplacement, pas le vélo loisir. C'est une volonté forte des collectivités qu'on a interrogées partout en France, mais au-delà d'une vision partagée, c'est aussi une vision partagée par les acteurs de l'automobile, par exemple, qu'on a pu consulter. Le vélo et le vélo à assistance électrique sont vus comme des leviers clés pour agir contre la dépendance à l'automobile, à la voiture solo, notamment sur le domicile-travail. L'hypothèse consensuelle qu'on a pu retenir, c'est qu'en 2030, un tiers de la population française utilisera fréquemment le vélo comme mode de transport du quotidien, contre 14% en 2008. Ce sont des données que Chronos a de son observatoire des mobilités émergentes. Donc on passerait de 14% à un tiers des Français qui utilisent cela régulièrement. Et la vitesse de référence elle-même va évoluer, puisqu'on est aujourd'hui plutôt sur des trajets autour de 4 km. On passerait sur des trajets de 8 km comme trajet de référence, notamment parce que le parc de vélos à assistance électrique progresse. Alors, au-delà des centres métropolitains, l'usage du vélo et plus largement les objets de glisse urbaine, électriques ou non, seront utilisés par les habitants des couronnes des grandes villes. Et 20% des routes départementales seront adaptées à ces pratiques. On parle de 70 000 km de voies où il sera possible, de façon sécurisée, de rouler. Voilà la vision qui se dégage de cette étude. Alors,
je vais avancer sur l'intermodalité. En 2030, nos 36 experts font l'hypothèse que la moitié des Français, je sens un premier rang légèrement dissipé. Je ne sais pas si c'est parce que vous intervenez à la table ronde et que du coup... Hein? Normalement, c'est le dernier rang qui est dissipé, non? Il y a un truc là. Bon, je continue. En 2030, 36 experts font l'hypothèse que la moitié des Français utiliseront des services de MaaS. MaaS, c'est cet acronyme pour Mobility as a Service, soit des services numériques qui intègrent au-delà de l'information, le paiement et la billettique, voire des offres combinées de transport public ou privé. Aujourd'hui, les agrégateurs d'informations existent très largement. En revanche, les agrégateurs de mode en tant que tels n'existent pas en France, à l'exception de Mulhouse et son compte mobilité, même si beaucoup de projets sont dans les tiroirs. Pour ce qui est de l'incarnation physique de l'intermodalité, parce que c'est bien d'avoir plein de modes dans un même applicatif, tout ça combiné avec un forfait ou un post-paiement, mais si je n'ai pas de lieu pour pratiquer cette intermodalité ou cette multimodalité, ça va être compliqué. Les répondants se projettent pour que ce soit dans le transport de marchandises ou de personnes, dans un développement très conséquent de ce qu'ils appellent des hubs ou des stations de mobilité, et donc des lieux multiservices et multimodaux qui permettent de déposer voitures ou marchandises et de continuer son parcours en mobilité active, publique ou décarbonée. Ce qu'ils imaginent, c'est que les grandes agglomérations soient complètement encerclées de ces stations et que pour les zones rurales, en atelier, les participants à notre démarche ont imaginé aussi que ces stations se développent, qu'elles seraient potentiellement gérées par des commerces ou des acteurs économiques locaux et labellisées par l'État. Donc, de tailles diverses, ces stations-services d'un nouveau genre incarneront le renouveau des mobilités durables. Physiquement, ces stations feront aussi la jonction, c'est ce qu'on a voulu représenter à travers cette image, entre des voies cyclables et des chemins que vous voyez partir vers le village là-bas. Donc on peut y accéder depuis des chemins ou des pistes cyclables, et elles font la jonction avec des routes plus structurantes. Elles permettent ainsi de passer du bus au covoiturage ou du vélo au train. Alors, regardons maintenant les questions d'inclusivité qui sont aussi ressorties de cette étude. C'est l'hypothèse la plus consensuelle sur les 22 qu'on a émises. L'hypothèse est celle-ci. En 2030, les services de mobilité à la demande explosent pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite dans les zones périurbaines et rurales. Et ces services sont assurés par des particuliers, des associations, des opérateurs de mobilité et des VTC. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un peu plus les réponses selon les acteurs interrogés, on voit que différents types de réponses émergent. Des bus citoyens, Transdev nous a parlé du modèle des Bird Bus, qui sont gérés comme des communs par une association en coordination avec l'opérateur de transport public, ou encore des VTC cofinancés par la puissance publique pour Uber afin d'assurer des missions d'intérêt général, ou encore WeMove, acteur aujourd'hui important de la mobilité inclusive en France, qui anticipe que l'augmentation des publics fragiles, enfants, PMR, seniors, précaires, va produire une telle masse critique que, en fait, le système deviendra économiquement viable et rentable. Viable. Soyons raisonnables. Regardons maintenant les visions qui émergent concernant les véhicules. Alors, sur le plan de l'énergie, on passerait d'une part de marché de l'électrique de 1,5 à 10% sur les voitures et deux roues d'ici à 2030. Donc, une bonne accélération. Et dans les grandes villes, l'usage de la voiture solo et ou thermique deviendrait une exception. Et plus on descend en densité, plus elle est tolérée. Sur le partage, toutes les collectivités anticipent plus de covoiturage, de VTC et d'autopartage dans les territoires de faible densité. Alors que pour le moment, ce qui ressort très clairement, c'est que depuis 6 ans, ça ne bouge pas, ça plafonne, ces usages-là de covoiturage et d'autopartage. Le VTC, lui, progresse. Une voiture en partage qui serait du coup utilisée régulièrement par 20% des Français contre 6% aujourd'hui. Enfin, sur le véhicule autonome, il y a eu beaucoup de divergences dans les réponses. Ce à quoi nous avons pu aboutir comme hypothèse consensuelle pour 2030, c'est que ces véhicules se développent surtout dans des formes de navettes partagées dans les centres urbains et leurs couronnes. Et dans les villes denses, ils roulent en moyenne à 30 km/h.
et leur vitesse augmente dans les zones d'activité périphériques où ils viennent en relais des transports publics pour assurer les derniers kilomètres. Sur les autoroutes, on aurait 30% des véhicules qui auraient un niveau d'autonomie entre 3 et 4. Sur les espaces publics urbains, les répondants s'accordent sur le fait que le stationnement en voirie de moyenne ou longue durée sera quasiment supprimé dans les grandes villes, tandis qu'il restera très présent dans les villes moyennes, participant de la redynamisation des centres-villes. Dans les grandes villes, l'hypothèse d'un espace très ouvert, on a testé une hypothèse autour, en gros, d'une zone de rencontre généralisée, on va dire, a été rejetée au profit d'un espace public organisé par couloir de vitesse. Alors, quand je dis couloir, ça fait un peu... voilà, on peut imaginer que ça soit un peu plus poreux que des couloirs, mais en tout cas, vraiment, cette notion d'organisation par vitesse qui est ressortie, avec d'un côté piétons et ce que j'appelle les enfants trottinants, voilà, pour les distinguer des autres. Une voie autour de 20-25 km/h pour vélo, VAE, vélo assistance électrique et tout ce qui est engin motorisé de déplacement personnel ou non motorisé. Une voie un peu plus rapide pour les bus et les navettes autonomes et une voie pour les véhicules partagés. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a des voies qu'il n'y a pas de modularité possible de ces espaces dans le temps et qu'il n'y a pas une gestion dynamique qui soit possible. Ces voies pourront être gérées de façon dynamique pour permettre des évolutions d'usage selon la période ou la situation de congestion. Enfin, et c'est le dernier grand point, d'ici à 2030, la responsabilité des employeurs dans l'accompagnement de la mobilité de leurs salariés ira en grandissant. Tous les trajets induits par le travail seront à verser au bilan carbone des entreprises. Les forfaits de mobilité durable seront généralisés. On n'aura plus à choisir entre, bien sûr, transport collectif et vélo, comme c'est le cas aujourd'hui. Et les employeurs seront même amenés à financer directement des infrastructures ou des modes de transport sur les zones d'activité. Ils auront aussi la responsabilité d'accompagner les nouveaux usages et beaucoup de choses ont été développées dans l'atelier autour des nudges, ces coups de pouce cognitifs pour nous aider à basculer vers des nouveaux usages. Plus généralement, les générateurs de mobilité, donc les commerces, les loisirs, les administrations qui génèrent des flux, proposeront des offres combinées et un accueil favorisant les mobilités actives, publiques et partagées. En gros, aujourd'hui, quand vous allez dans un centre commercial, vous avez régulièrement du parking gratuit. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir autre chose comme avantage si on vient en vélo, en bus, en covoiturage? Comment est-ce qu'on peut être mieux accueilli et favorisé par rapport aux autres? Par ailleurs, les services de mobilité et les infrastructures fourniront des données pour alimenter des plateformes régionales. C'est la région qui est ressortie comme l'échelle dans cette étude. Et ces plateformes permettront aux acteurs publics de piloter leur politique de mobilité et aux parties prenantes de récolter une matière qui leur permette d'améliorer leurs offres par une vision consolidée des usages qui en sont faits. Et donc, pour conclure et laisser la table ronde commencer, cette démarche prospective a fait apparaître un nouvel acteur qui est le comité des routes et des rues, à la façon des comités de ligne. Donc ces comités représentent les usagers et les générateurs de mobilité et ils seront consultés de façon systématique par les autorités organisatrices de mobilité afin de guider leur politique en étroite collaboration avec les comités de partenaires prévus par la LOM. Voilà pour les quelques résultats de cette étude. Je vous remercie de votre attention et place au débat. Merci beaucoup.